Je n'avais jamais rien gagné de ma vie. Ni une tombola à l'école, ni un jeu à gratter, pas même le loto de la paroisse du quartier. C'est pourquoi, lorsque j'ai vérifié mes numéros du loto ce mardi matin-là, le monde s'est arrêté autour de moi. 25 millions d'euros. Je me souviens avoir laissé tomber mon téléphone sur le tapis usé. Je me souviens du vrombissement du réfrigérateur brisant le silence de mon petit appartement à Lyon. Je me souviens des fourmillements dans mes doigts et des larmes qui n'arrêtèrent pas de couler. Je m'appelle Hélène Moreau, j'ai 34 ans et je suis secrétaire dans un cabinet dentaire. Ou plutôt, j'étais. Ce mardi d'avril, ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Le ticket de loto que j'avais acheté sur un coup de tête au bureau de tabac du coin, en attendant le bus sous la pluie, était devenu mon salut. Du moins, c'est ce que je croyais. Je voulais le crier sur tous les toits, sortir sur le balcon et l'annoncer à tout le voisinage. Mais au lieu de ça, j'ai appelé la seule personne que je pensais capable de se réjouir avec moi. Mon mari, Julien. Nous étions ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 5. Nous avions traversé beaucoup de choses ensemble. Des difficultés financières, lui sans travail pendant des mois, moi faisant des heures supplémentaires pour joindre les deux bouts, et même 2 grossesses qui s'étaient terminées en larmes et en séjour à l'hôpital. Je croyais que c'était notre tournant, notre miracle. On a gagné, ai-je murmuré au téléphone. J'ai entendu Julien marquer une pause. Pas d'exclamation de joie, juste un silence pesant, suivi d'une simple question. Combien ? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je ne pouvais pas. Mon esprit tournait en boucle comme le linge dans une machine à laver. Je me sentais submergée, non pas de joie, mais d'un inquiétant sentiment de malaise. Julien était rentré à la maison avec une bouteille de vin mousseux bas de gamme, mais ses yeux brillaient d'une manière que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas de l'émerveillement que j'y voyais, mais du calcul. Le lendemain matin, il avait déjà un business plan entre les mains. Une affaire de famille, comme il l'appelait. Il voulait ouvrir une chaîne de restaurants de cuisine fusion. Le moment parfait pour investir, répétait-il en buvant son café et en parcourant des sites d'annonces de locaux commerciaux. Mais je ne connaissais que trop bien mon mari. Ses précédentes aventures entrepreneuriales étaient truffées de décisions hâtives, de dettes impayées et de partenaires douteux. Une discothèque qui avait fermé au bout de 6 mois. Une entreprise d'importation qui n'avait jamais décollé. Cette fois, j'ai refusé. J'ai besoin de temps pour bien y réfléchir, lui ai-je dit ce matin-là, assise dans notre petite cuisine. On devrait consulter un conseiller financier, faire les choses correctement. Julien a froncé les sourcils, mais a hoché la tête. Bien sûr, mon amour, comme tu voudras. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui m'a inquiétée, comme s'il parlait à une enfant capricieuse à qui il faut céder. Les jours suivants furent des montagnes russes. Des journalistes locaux frappant à la porte, des membres de la famille éloignés réapparaissant soudainement, des amis que nous n'avions pas vus depuis le mariage envoyant des messages, et Julien, toujours Julien, naviguant sur Internet, cherchant des voitures de luxe, parlant de déménager dans une résidence de standing sur la Côte d'Azur. Un après-midi, alors qu'il était au bar avec ses amis pour célébrer une richesse que nous n'avions même pas encore touchée, je me suis assise seule dans le salon et j'ai appelé ma cousine Sophie, avocate à Paris. Je ne lui ai pas parlé du gain, je lui ai seulement demandé le nom d'un bon conseiller financier, quelqu'un de discret et de confiance. « Tout va bien, Hélène ?» m'a-t-elle demandé, sentant quelque chose dans ma voix. « Oui, tout est parfait. » ai-je menti. Je veux juste mieux organiser nos économies. Cette même semaine, j'ai rencontré Jean-Christophe Garnier, un conseiller recommandé par Sophie. Dans son bureau, les stores baissés pour préserver la confidentialité, je lui ai tout raconté. Pas seulement le gain, mais aussi mes peurs, l'attitude de Julien, son historique de mauvaises décisions financières. « L'argent change les gens, Madame Moreau », m'a dit Jean-Christophe en ajustant ses lunettes. Ou peut-être révèlent-ils simplement qui ils sont vraiment ? Ces paroles se sont plantées en moi comme des épines. Était-il possible que je ne connaisse pas vraiment mon propre mari après tant d'années ? Ou avais-je simplement refusé de voir ce qui avait toujours été là ? Avec l'aide de Jean-Christophe, j'ai fait ce que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai préparé un plan pour me protéger. Pas seulement du monde extérieur, mais de ma propre famille. L'homme avec qui je partageais mon lit, ma vie, mes rêves, était devenu quelqu'un que je craignais. Non pas par peur des coups ou des cris,
mais à cause de cette ambition démesurée qui brillait maintenant dans ses yeux chaque fois qu'il me regardait. Comme si je n'étais plus Hélène, sa femme, mais seulement la clé d'une fortune qu'il considérait déjà comme sienne. Ne signez rien sans me consulter, m'a averti Jean-Christophe avant que nous nous quittions. Et gardez des copies de tout dans un lieu sûr. Cette nuit-là, pendant que Julien dormait profondément après plusieurs bières, j'ai fait des copies des documents importants et je les ai mises dans un dossier que j'ai caché chez mon amie Lucie. Une partie de moi se sentait coupable, comme si je trahissais mon mari. Mais une autre partie, une voix de plus en plus forte, me disait que je faisais ce qu'il fallait, que je me protégeais, que je me choisissais moi, pour la première fois depuis longtemps. Ce que je ne savais pas alors, c'est que cette décision ne marquerait que le début d'une bataille qui mettrait à l'épreuve non seulement mon mariage, mais ma propre identité. Le matin où j'ai dit à Julien que je n'étais pas à l'aise à l'idée d'investir toute la somme dans son projet de restaurant, je pensais qu'il serait déçu mais qu'il comprendrait. Nous prenions le petit déjeuner sur le balcon de notre appartement, avec la rumeur de Lyon qui s'éveillait sous nos pieds. Je lui ai expliqué que je voulais assurer notre avenir, peut-être acheter un appartement sans crédit, investir une partie dans des fonds sécurisés, faire un don à la recherche contre le cancer qui avait emporté mon père. C'est trop d'argent pour tout risquer dans une seule affaire, lui ai-je dit doucement, tendant ma main sur la table pour prendre la sienne. Julien a retiré sa main comme si elle le brûlait. Son visage s'est transformé en quelque chose que je n'ai pas reconnu. Ce n'était pas mon mari qui me regardait, mais un étranger avec ses traits. « Tu es ma femme. Cet argent est à nous », a-t-il dit. La façon dont il a prononcé « à nous » sonnait comme une menace voilée. « Bien sûr qu'il est à nous », ai-je répondu, essayant de garder mon calme. C'est pourquoi nous devons décider ensemble, intelligemment. « J'ai déjà décidé », a-t-il répliqué en se levant brusquement. La chaise a grincé contre le carrelage. « Et j'en ai marre que tu me traites comme un idiot. C'est notre chance, Hélène. Tu ne le vois pas? On peut enfin devenir quelqu'un. Nous sommes déjà quelqu'un, ai-je murmuré. Mais il était déjà rentré à l'intérieur en claquant la porte. Dans les jours qui ont suivi, Julien a commencé à agir comme si l'argent lui appartenait déjà. Il a cessé de chercher du travail. Il passait ses après-midi sur le canapé, l'ordinateur sur les genoux, à regarder des locaux commerciaux, du matériel de cuisine industrielle, des voitures haut de gamme. Il parlait au téléphone pendant des heures avec d'anciens amis, de possibles partenaires, sortis de nulle part. Et puis, il a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Il a invité sa mère à s'installer chez nous. Martine, ma belle-mère. Une femme qui ne m'avait jamais acceptée, qui ne m'avait jamais appelée par mon prénom en 5 ans de mariage. J'étais toujours la fille, la femme de Julien, comme si je n'avais pas d'identité propre. Elle est arrivée un mercredi avec 2 énormes valises et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mon garçon, enfin la vie vous sourit », s'est-elle exclamée en entrant, serrant Julien dans ses bras comme s'il revenait de la guerre. À moi, elle a à peine accordé un signe de tête. Ce soir-là, attablés à la table que j'avais dressée, ils ont commencé à parler de nos projets d'avenir et à chercher des propriétés sur l'iPad de Julien. Une villa à Cannes, un appartement à Paris, même une maison de campagne en Auvergne pour investir dans le tourisme. Tu ne crois pas qu'on devrait attendre de toucher le gain avant de faire autant de projets ? Ai-je demandé, essayant de paraître raisonnable. Martine a laissé échapper un petit rire condescendant. « Ah, ma petite, toujours si prudente. Tu n'arriveras jamais à rien dans la vie comme ça. Mon Julien, lui, a une vision d'avenir. Je m'appelle Hélène, ai-je répondu, sentant le sang me monter à la tête. Et je pense que la prudence est exactement ce dont nous avons besoin maintenant. » Julien m'a lancé un regard d'avertissement. « Maman veut juste aider, Hélène. Ne commence pas. Aider à quoi ? À dépenser un argent que nous n'avons même pas encore entre les mains ? Je vois que tu es fatiguée, est intervenue Martine, comme si elle parlait à une petite fille en pleine crise de colère. Julien, chérie, peut-être que ta femme a besoin de se reposer. Les émotions fortes, tu sais. Je me suis levée de table sans finir mon dîner. Dans ma propre maison, je me sentais comme une intruse. Je me suis enfermée dans la chambre et j'ai appelé Jean-Christophe, mon conseiller financier. Je lui ai raconté ce qui se passait et il m'a conseillé d'accélérer les démarches pour séparer nos comptes. « Le gain est à votre nom, Madame Moreau », m'a-t-il rappelé. « Légalement, il est à vous, mais une fois qu'il entrera sur un compte joint ou que vous commencerez à l'investir dans des entreprises au nom de votre mari, la situation se compliquera. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi.
Julien est resté tard à parler avec sa mère dans la cuisine. Je pouvais entendre leur voix, le tintement des verres de vin, leur rire, en train de planifier comment dépenser mon argent. Mon argent. C'était la première fois que je le pensais ainsi, et je me suis sentie coupable un instant. N'était-on pas censé tout partager dans un mariage? Mais je me suis alors souvenu comment Julien avait arrêté de chercher du travail, comment il passait maintenant ses après-midi au bar à se vanter d'une fortune que nous n'avions pas encore, comment il avait fait venir sa mère pour me faire sentir petite dans ma propre maison. Le lendemain matin, pendant qu'il dormait, je suis sortie tôt. Je suis allée à la banque et j'ai ouvert un nouveau compte, à mon seul nom. Puis j'ai rendu visite à un avocat que Jean-Christophe m'avait recommandé, Alain Bernard, spécialiste en droit de la famille. Il m'a reçu dans son bureau, avec vue sur le musée des Confluences. Ce que vous décrivez, Madame Moreau, est un cas classique de contrôle financier, m'a-t-il dit après m'avoir écouté. C'est plus courant que vous ne le pensez, surtout lorsqu'il y a d'importantes sommes d'argent en jeu. Je n'aurais jamais pensé que Julien serait comme ça, ai-je avoué, me sentant encore comme une traîtresse d'être là. Il a toujours été ambitieux, mais là c'est différent. C'est comme s'il ne me voyait plus comme sa partenaire, mais comme un obstacle. Alain a hoché la tête avec compréhension. L'argent ne change pas les gens, Madame Moreau. Il ne fait qu'amplifier ce qu'ils sont déjà. Je suis sortie de cette réunion avec un plan clair. Alain m'aiderait à protéger légalement mes actifs. Nous allions préparer la documentation nécessaire pour que, lorsque je toucherai le gain, je puisse le garder en sécurité. Il m'a aussi conseillé de documenter tout comportement inquiétant de Julien, de sauvegarder les messages, d'enregistrer les conversations si nécessaire. Nous ne préparons pas un divorce, a-t-il précisé. Nous vous protégeons, vous et vos intérêts. Ce qui se passera ensuite dépendra de l'évolution de la situation. Quand je suis rentrée à la maison, je l'ai trouvé transformé. Julien et Martine avaient invité plusieurs amis et membres de la famille. Il y avait des bouteilles de champagne partout, des plateaux de charcuterie et de fromage sur la table, de la musique à fond. Une fête à laquelle personne ne m'avait invitée, dans ma propre maison. Voilà l'heureuse gagnante. A crié le cousin de Julien, Romain, en levant son verre vers moi. Tous les regards se sont tournés dans ma direction. Des visages connus, et d'autres que je reconnaissais à peine, tous souriants, tous dans l'attente, comme des vautours autour d'une proie. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je demandé en posant mon sac dans l'entrée. Julien s'est approché, passant un bras autour de mes épaules. Il sentait l'eau de Cologne chère et l'alcool. « Une petite fête, mon amour. » On ne pouvait plus attendre. Sans me consulter ? Dans notre maison ? Ne sois pas rabat-joie, a-t-il murmuré à mon oreille, en serrant mon épaule plus fort que nécessaire. C'est notre famille. Ils sont heureux pour nous. J'ai regardé autour de moi. Personne ne semblait heureux pour nous. Ils étaient heureux pour l'argent, pour ce qu'ils pourraient en obtenir. J'ai vu Martine dans un coin, parlant avec la tante Monique, toutes deux me regardant du coin de l'œil. À ce moment-là, j'ai su que je devais agir vite. Il n'y avait pas que mon argent qui était en jeu. Il y avait ma dignité, mon indépendance, peut-être même ma sécurité. Le masque était complètement tombé, révélant non seulement le visage de Julien, mais celui de tous ceux qui m'entouraient. Et ce que j'ai vu m'a fait peur, mais m'a aussi donné la force pour ce qui allait suivre. Je suis rentrée tôt du bureau de mon avocat ce vendredi-là. Le ciel de Lyon menaçait l'orage, de gros nuages plombés au-dessus des bâtiments du centre-ville. J'avais passé la matinée à signer des documents, me préparant à toucher le gain la semaine suivante. Alain, mon avocat, m'avait conseillé de garder mon calme et de continuer à agir normalement à la maison, pendant que nous préparions tout légalement. N'éveillez pas les soupçons, m'avait-il dit. Plus la surprise sera grande pour eux, mieux ce sera. Nag, mais je n'étais pas préparée à ce que j'ai trouvé en ouvrant la porte de notre appartement. Le silence m'a accueilli, un silence étrange pour une maison où, depuis des jours, il y avait toujours du bruit. La télévision allumée avec Martine regardant ses feuilletons, Julien parlant au téléphone, de la musique en fond sonore. J'ai posé mes clés dans l'entrée et j'ai avancé à pas de loup, sentant que quelque chose n'allait pas. C'est alors que je les ai entendus. Des murmures venant de mon bureau, la petite pièce où je gardais mes documents personnels, où j'avais mon ordinateur et mes livres. La porte était entr'ouverte et par la fente je les ai vus, Julien et Martine, accroupis devant mon bureau, en train de fouiller dans les tiroirs.
J'ai vu les mains de ma belle-mère tenir des dossiers, des papiers éparpillés sur le sol. Julien avait mon ordinateur portable ouvert, tapant furieusement. Je n'ai rien dit. Je suis restée là, debout dans le couloir, à les observer. J'ai ressenti un calme étrange, comme si je regardais un film sur d'autres personnes, pas sur ma vie qui s'effondrait. Martine tenait un briquet dans une main et une pile de papier dans l'autre. Ils étaient si concentrés qu'ils n'ont pas remarqué ma présence jusqu'à ce que je fasse un pas en avant et que le parquet craque sous mon poids. Leurs têtes se sont tournées à l'unisson. Leurs mains se sont figées en l'air, comme des enfants pris en train de voler des bonbons. Pendant un instant, personne n'a rien dit. Puis, Julien s'est redressé lentement, essayant de composer un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Hélène, mon amour, tu es rentrée tôt », a-t-il dit, comme si c'était la chose la plus normale du monde de fouiner dans mes affaires. « Qu'est-ce que vous faites ?» ai-je demandé, ma voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. « On cherchait juste les papiers du loto », a répondu Martine, en posant le briquet sur mon bureau avec une lenteur étudiée. Julien s'inquiète parce qu'il ne les trouve pas. « Les papiers du loto ?» ai-je répété. « Et c'est pour ça que vous devez fouiller mon bureau? Déchirer mes dossiers ?»« On ne déchire rien », s'est défendu Julien en fermant mon ordinateur portable. « Mais ça fait des jours que tu agis bizarrement. Tu te caches pour passer des appels, tu sors tôt sans dire où tu vas. Et maintenant, on ne trouve pas les documents les plus importants de notre vie. » J'ai souligné ce « notre » avec une amertume qui m'a surprise moi-même. L'ironie a failli me faire rire. C'est moi qui agis bizarrement? C'est moi qui me cache? C'est vous qui fouillez dans mes affaires derrière mon dos. Julien a avancé vers moi, et pour la première fois de notre mariage, j'ai eu physiquement peur de lui. Non pas à cause de sa taille. Il avait toujours été mince, à peine quelques centimètres de plus que moi, mais à cause de la rage contenue que je voyais maintenant dans ses yeux. « Où est l'argent, Hélène ?» a-t-il demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Où as-tu mis mon argent ?»« Je n'ai encore rien touché, » ai-je répondu en gardant mon calme. « Et quand je le ferai, il ira sur un compte sécurisé. À mon nom. » Martine a laissé échapper un grognement indigné. « Tu vois, Julien, je te l'avais dit, cette femme compte tout garder pour elle. Après tout ce que tu as fait pour elle, après l'avoir entretenue toutes ces années. » J'ai failli lui rire au nez. « Entretenue ? Julien, moi ? Alors qu'il était depuis 2 ans pratiquement sans emploi stable, que c'était moi qui payais le loyer, les factures, les courses, avec mon salaire de secrétaire. »« Maman a raison, » a poursuivi Julien en se rapprochant. « Cet argent nous appartient à tous les deux. Je suis ton mari. J'ai des droits. Tu as aussi des obligations, » ai-je répondu, comme la confiance, le respect, des choses que tu viens de détruire complètement. Il s'est alors lancé dans une diatribe furieuse. Il m'a accusé de cacher son argent, de le trahir, de ne pas lui faire confiance après tant d'années ensemble. L'ironie a failli me faire rire à nouveau. « C'est toi qui es entré par effraction dans mes dossiers, » ai-je dit, ma voix calme, bien que mon cœur batte à tout rompre. « Ce n'est pas voler quand c'est ta propre maison, » a-t-il crié en frappant le mur du poing. Le cadre d'une photo de nous, de notre voyage à Rome il y a 2 ans, est tombé au sol. Le verre s'est brisé, tout comme ce qui restait de notre mariage. « Je te préviens, Hélène, » a-t-il continué en me pointant d'un doigt accusateur. « Si tu crois que tu peux me tromper, prendre cet argent et me laisser à la rue, tu te trompes lourdement. J'ai des amis, j'ai des contacts. Je peux faire en sorte que ce gain n'arrive jamais entre tes mains. » Ce n'était pas une menace en l'air. Julien avait des amis dans des milieux peu recommandables, des restes de ses entreprises ratées, des gens que je n'avais jamais voulu connaître. « C'est mon ticket, » ai-je répondu en essayant de garder mon calme. « Mon gain. Et j'en ferai ce que je jugerai bon. »« Salope d'égoïste !» a craché Martine en s'avançant vers moi les poings serrés. Julien l'a arrêtée, la retenant par le bras. « Laisse-la, maman. Ça n'en vaut pas la peine. On verra bien qui rira le dernier. » Cette nuit-là, Julien n'est pas venu se coucher. Je l'ai entendu se déplacer dans la maison jusqu'à tard, parlant au téléphone à voix basse. À un moment donné, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Je me suis penchée à la fenêtre et je l'ai vu sortir de l'immeuble avec Martine, tous deux transportant des sacs. Un frisson m'a parcouru le dos. J'ai attendu une demi-heure, en m'assurant qu'il ne reviendrait pas de sitôt, et je suis allée directement vérifier le coffre-fort que nous avions caché derrière un tableau dans le salon. Je l'avais vidé quelques jours plus tôt,
emportant les documents importants dans un coffre à la banque, mais j'avais laissé un leurre, de faux documents, d'anciens chèques déjà encaissés, un peu d'argent liquide. Comme je m'y attendais, le coffre était ouvert et vide. Ils avaient tout pris. Je suis retournée dans la chambre et je me suis assise sur le lit, étrangement calme. Je ne ressentais ni peur ni tristesse, juste une clarté absolue sur ce que je devais faire. J'ai pris mon téléphone pour appeler Alain, mais avant que je puisse composer le numéro, j'ai reçu un message. C'était une vidéo de Julien. En l'ouvrant, j'ai vu un feu de joie dans ce qui semblait être le jardin de la maison de sa mère en banlieue. Parmi les flammes, j'ai pu distinguer des papiers, ce qui ressemblait à des documents. La voix de Julien retentissait hors champ. « Maintenant, tu n'as plus rien, Hélène. Absolument rien. » J'ai regardé la vidéo 3 fois, puis je me suis allongée sur le lit et j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Ils avaient pris les faux documents, brûlé des papiers sans valeur, croyant qu'ils me détruisaient. Le ticket original était dans le coffre de la banque, avec tous les documents importants. Les fonds que je recevrais seraient protégés sur des comptes qu'ils ne connaissaient pas, répartis dans des fiducies soigneusement gérées, avec l'aide d'Alain et de Jean-Christophe. Je l'avais vu venir dès l'instant où la cupidité avait obscurci le regard de Julien. Et maintenant, il m'avait lui-même libéré, coupant le dernier fil qui me liait à la culpabilité, au doute. Il ne s'agissait plus seulement d'argent. Il s'agissait du fait que Julien ne m'aimait pas. Il aimait le contrôle, la possibilité de me dominer. Et quand il l'a perdu, il a essayé de me détruire. Mais la seule chose qu'il avait réussi, c'était de me libérer. Qu'il brûle mes faux documents, qu'il incendie mes piles de l'heure, peu importait. Je m'étais déjà éloignée de lui dans mon cœur. Cette même nuit, j'ai fait mes valises et je suis allée chez mon amie Lucie. Le lendemain matin, lundi, j'ai déposé la demande de divorce. Avec l'aide d'Alain, j'ai obtenu une ordonnance d'éloignement et une protection financière complète. Julien et Martine ont d'abord tout nié, mais la vidéo qu'ils m'avaient envoyée est devenue une preuve devant le tribunal. Ils ont brûlé ce qu'ils croyaient être mon avenir. Au lieu de cela, ils ont incendié le dernier pont entre nous. Le feu qui visait à me détruire n'a fait qu'illuminer le chemin vers ma liberté. J'ai contemplé la vidéo du feu de joie plusieurs fois dans l'appartement de Lucie, mon amie journaliste, qui m'avait accueillie sans poser trop de questions. C'était curieux de voir brûler ses papiers sans valeur, pendant que Julien narrait sa vengeance d'une voix triomphale. Je me suis demandé quelle tête il ferait en découvrant qu'il n'avait brûlé que des leurs, de fausses copies, des documents sans importance. La satisfaction que j'ai ressentie n'était pas de l'avoir trompé, mais de m'être protégée à temps. « Ça va ?» m'a demandé Lucie en m'offrant une tasse de thé. Elle avait les cheveux relevés en un chignon désordonné et portait un pyjama en flanelle usée. Il était presque minuit. « Mieux que jamais », ai-je répondu. Et j'ai été surprise de réaliser que c'était vrai. La procédure judiciaire a été plus rapide que ce à quoi je m'attendais, grâce à l'efficacité d'Alain. Le scandale de la vidéo accablante de Julien a horrifié le juge. En 20 ans de carrière, j'ai rarement vu une preuve d'intimidation aussi claire, a-t-il commenté lors d'une des audiences. Julien a tenté de se défendre en affirmant que ses papiers étaient les siens, qu'il ne faisait que récupérer ce qui lui appartenait. Martine a même eu l'audace de se présenter comme témoin, jurant que je les avais menacés de les mettre à la rue. Mais les mensonges ont les jambes courtes. Surtout quand il y a des vidéos, des SMS et des témoins qui prouvent le contraire. Le jour où j'ai touché le gain a été étrangement anticlimatique. Pas de caméra ni de confetti, juste un bureau discret au siège de la Française des Jeux, des formulaires à signer et un virement sur un compte nouvellement créé. Jean-Christophe, mon conseiller financier, avait préparé un plan méticuleux. Une partie de l'argent irait à des fonds d'investissement conservateurs, une autre partie à une fiducie que même Julien ne pourrait pas toucher, et une petite somme, bien que considérable pour une personne normale, resterait disponible pour mes dépenses immédiates. La meilleure vengeance, c'est de bien vivre, m'a dit Jean-Christophe alors que nous prenions un café sur une terrasse près de la place des terreaux, après avoir finalisé les formalités. Et vous, Madame Moreau, vous allez très bien vivre. Cet après-midi-là, assise dans la chambre d'amis de Lucie, j'ai fait quelque chose que je reportais depuis un certain temps. J'ai consulté mes réseaux sociaux. La nouvelle de mon gain, bien que j'ai essayé de la garder discrète, s'était répandue comme une traînée de poudre à Lyon. Mon téléphone était inondé de messages, d'anciens camarades de lycée, des cousins éloignés,
des voisins que je saluais à peine dans l'ascenseur. Tous voulurent me féliciter. Tous avaient un projet merveilleux dans lequel je pouvais investir. Tous se souvenaient soudainement à quel point ils m'aimaient. Le plus douloureux furent les messages de la famille de Julien. Sa sœur Maïté, avec qui j'avais eu de bonnes relations, m'accusait d'avoir changé à cause de l'argent, d'être une ingrate qui abandonnait son mari maintenant qu'elle était riche. « Il a toujours été à tes côtés », écrivait-elle, « même quand tu as perdu les bébés et que tu es tombée en dépression. C'est comme ça que tu le remercies ?» J'ai fermé l'application, nauséeuse. C'était comme s'il avait réécrit notre histoire, comme si Julien était maintenant le mari dévoué, et moi la méchante Cupide. Ne se souvenait-il donc pas comment il avait disparu pendant 3 jours après ma 2e fausse couche? Comment il s'était saoulé au bar pendant que je pleurais seule à l'hôpital? Comment il n'avait jamais mentionné ses pertes? Comme si mes larmes n'étaient un inconvénient pour lui? Cette nuit-là, j'ai appelé ma cousine Sophie à Paris. « Ne les écoute pas », m'a-t-elle conseillé. « Ils sont dépités parce que la fête est finie pour eux. Quand les choses se calmeront, tu verras qui se soucie vraiment de toi. » Elle avait raison. Au fil des semaines, les messages de félicitations se sont transformés en demandes directes d'argent, et quand je n'ai pas répondu, en insultes à peine voilées. Julien, de son côté, a essayé une nouvelle stratégie, le repentir. Il m'a envoyé un bouquet de roses avec un mot manuscrit, demandant pardon, disant qu'il avait agi aveuglé par l'émotion, que nous pouvions tout recommencer. « S'il te plaît, Hélène, donne-moi une autre chance. Je t'aime plus que tout au monde. » J'ai demandé à Lucie de jeter les fleurs, et j'ai gardé le mot comme preuve supplémentaire pour l'avocat. Les mois suivants furent un tourbillon juridique. Julien a engagé un avocat qui a tenté de réclamer la moitié du gain, alléguant que le ticket avait été acheté pendant notre mariage et qu'il faisait donc partie des biens de la communauté. Mais Alain avait déjà prévu ce coup. Nous avions des preuves que l'argent du ticket provenait exclusivement de mon compte personnel et non de nos fonds communs. De plus, le comportement abusif de Julien a lourdement pesé dans la décision du juge. Ce tribunal ne peut permettre qu'un gain de la chance devienne un instrument de contrôle et d'abus, a statué le magistrat. Madame Moreau a plein droit sur la totalité du gain. Le visage de Julien lorsque la sentence a été lue était un poème. Pâle, avec des cernes profonds, il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. L'espace d'un instant, j'ai ressenti une pointe de compassion. Puis je me suis souvenu du feu consumant mes papiers, de sa voix moqueuse disant « Maintenant tu n'as plus rien », et la compassion s'est évaporée. En sortant du palais de justice, Martine m'attendait sur les marches. J'ai cru un instant qu'elle venait pour m'insulter, mais au lieu de cela, elle m'a surprise avec une proposition. « Hélène, je sais que nous avons eu nos différends, » a-t-elle commencé, avec un sourire forcé qui ne cachait pas le dégoût dans ses yeux. « Mais nous sommes de la même famille, après tout. Julien est anéanti. Peut-être que tu pourrais nous aider un peu. On ne demande pas grand-chose, juste assez pour monter une petite affaire. » Je l'ai regardée, stupéfaite par son culot. « De la famille. Maintenant nous sommes de la famille. Après que vous ayez essayé de me voler, après que vous ayez brûlé mes documents et m'ayez menacé. C'était un malentendu, s'est-elle empressée de clarifier en baissant la voix. Julien a mauvais caractère, tu le sais bien, mais au fond il t'aime. Non, Martine, Julien ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimée. Il voulait seulement ce que je pouvais lui donner. D'abord mon salaire, puis mon soutien, maintenant mon argent. Et toi non plus, tu ne m'aimes pas. Tu n'as même pas pris la peine d'apprendre à prononcer correctement mon nom en 5 ans. Martine a changé de stratégie, son visage se durcissant. Tu le regretteras. Personne ne tourne le dos à mon fils et ne s'en sort indemne. Je lui ai souri, ressentant un calme que je n'avais jamais connu auparavant. Au revoir, Martine. Bonne continuation. Je me suis éloignée du palais de justice d'un pas ferme, sans regarder en arrière. Ce n'était pas seulement une victoire juridique que j'avais obtenue. C'était ma liberté. La liberté de décider, de choisir, d'être maîtresse de ma vie pour la première fois depuis longtemps. Cet après-midi-là, assise à un café face à la mer, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des maisons sur la côte bretonne. J'avais toujours rêvé de vivre près de la mer, d'entendre les vagues au réveil. Maintenant, enfin, je pouvais me le permettre. Pas un appartement luxueux dans une résidence exclusive, comme le voulait Julien, mais un endroit petit, accueillant, juste pour moi. Un endroit où me reconstruire,
où tout recommençait. Alors que le soleil se couchait sur l'eau, la teintant d'orange et de rose, j'ai senti que quelque chose à l'intérieur de moi se transformait aussi. L'argent ne m'avait pas changé. Il avait simplement mis en lumière ce qui avait toujours été là. Ma force, ma dignité, ma capacité à survivre. La vraie victoire n'était pas le gain, ni même le jugement favorable. La vraie victoire était de m'être retrouvée moi-même au milieu des cendres de ce feu qui visait à me détruire. Le petit village de Kerranouet, en Bretagne, m'a accueilli avec son odeur de sel et ses maisons en pierre étagées face à l'Atlantique. J'avais visité cet endroit des années auparavant, lors d'un voyage en solitaire après ma 2e fausse couche, cherchant du réconfort dans le murmure constant de la mer. Maintenant, je revenais, non pas en tant que touriste, mais en tant que nouvelle habitante. La maison que j'ai achetée n'était ni grande ni ostentatoire. Une ancienne maison de pêcheurs réhabilitée, avec vue sur le port et un petit jardin à l'arrière, où le romarin poussait à l'état sauvage. Les voisins m'ont accueilli avec ce mélange de curiosité et de discrétion typique des petits villages. Pour eux, j'étais simplement Hélène, la Lyonnaise venue chercher la tranquillité. Personne ne connaissait mon gain, mon divorce, les batailles que j'avais menées pour arriver jusqu'ici. Et cela me donnait une liberté indescriptible. Les premiers mois furent une période d'adaptation. Le climat breton, humide et changeant, si différent du soleil constant de Lyon. L'accent local, que j'avais parfois du mal à comprendre. Les coutumes locales, les horaires différents, la nourriture roborative. Mais ce fut surtout une adaptation à moi-même, à cette nouvelle version d'Hélène que je découvrais. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais du temps. Du temps pour me promener sur le sentier côtier chaque matin, observant les mouettes planer au-dessus des falaises. Du temps pour lire ces livres que j'avais accumulés pendant des années. Du temps pour cuisiner sans hâte des recettes compliquées. Du temps pour penser, pour guérir. Un matin d'avril, alors que j'achetais du pain à la boulangerie du village, j'ai vu une affiche sur le panneau d'affichage. Recherche de bénévoles pour le programme d'alphabétisation des adultes. Centre socio-culturel de Kerranouet. Je l'ai lu plusieurs fois avant d'arracher l'une des languettes avec le numéro de contact. J'avais toujours aimé lire. J'avais toujours cru au pouvoir transformateur des mots. Avant mon travail de secrétaire, j'avais étudié 2 ans de lettres modernes, un rêve que j'avais abandonné en rencontrant Julien et ses projets plus pratiques. Maintenant, soudain, l'idée d'aider d'autres à découvrir le monde à travers la lecture me semblait extrêmement séduisante. Je me suis présentée au centre socio-culturel l'après-midi même. C'était un ancien bâtiment reconverti, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Marie, la coordinatrice, une femme âgée aux cheveux blancs et aux yeux vifs, m'a accueillie avec un sourire. « On a toujours besoin de bras », m'a-t-elle dit en me faisant visiter les lieux. Nous avons des élèves de tous âges. Certains sont des personnes âgées qui n'ont jamais eu la chance d'apprendre à lire et à écrire correctement. D'autres sont des immigrés qui apprennent le français. Nous avons aussi un groupe de jeunes qui ont abandonné leurs études et veulent maintenant reprendre. J'ai commencé comme bénévole 2 jours par semaine, aidant aux cours de lecture de base. Bientôt, je me suis retrouvée à y aller presque quotidiennement. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à voir. Une femme de 70 ans lire pour la première fois une lettre de sa petite fille, ou un jeune Marocain écrire avec fierté son premier texte en français. « Tu as un don pour ça », m'a dit Marie un jour, alors que nous fermions le centre. « Tu devrais envisager de te former plus sérieusement. » Je me suis donc inscrite à un master d'enseignement du français langue étrangère, à l'université de Rennes. Je faisais l'aller-retour en train depuis Kerranouet, profitant du paysage vert et abrupt de la côte. Les jours de cours étaient épuisants mais stimulants. Je me sentais vivante, connectée à quelque chose de plus grand que moi. C'est pendant ces trajets en train que j'ai commencé à écrire. Au début, ce n'était que des notes, des réflexions sur ma nouvelle vie, des souvenirs que j'avais besoin de traiter. Puis, presque sans m'en rendre compte, j'ai commencé à écrire des nouvelles. Des histoires de femmes à la croisée des chemins, des femmes qui perdirent des choses, mais se trouvaient elles-mêmes dans le processus. Un jour, en relisant les textes que j'avais accumulés, j'ai eu une idée. Et si j'utilisais une partie de mon argent pour quelque chose de vraiment significatif, pas pour des caprices ou des luxes, mais pour aider des femmes qui traversaient des situations similaires à la mienne. La fondation Nouveau Départ est née ainsi, presque par accident.
Elle a commencé comme un petit projet local, offrant une aide juridique et financière aux femmes victimes de violences économiques dans leurs relations. J'ai engagé une avocate spécialisée, Thérèse, et une équipe de conseillers financiers. Nous avons trouvé un local discret à Brest, la ville la plus proche, et avons créé un site web simple où les femmes pouvaient trouver des informations et prendre rendez-vous. Je n'ai pas utilisé mon vrai nom ni mon histoire dans la publicité de la fondation. Je ne voulais pas de notoriété, je ne voulais pas que Julien ou son entourage puissent me retrouver par ce biais, mais chaque fois qu'une femme venait dans nos bureaux, chaque fois que j'entendais des histoires si semblables à la mienne, des maris qui contrôlaient chaque euro, qui menaçaient, qui manipulaient, je sentais que ma propre douleur avait un but. Je n'aurais jamais pensé pouvoir m'en sortir, m'a dit une jeune femme, Chloé, mère de 2 jeunes enfants, après que notre fondation l'ait aidée à trouver un appartement et un travail. J'ai toujours cru que je ne valais rien sans lui. Vous valez bien plus que ce qu'on vous a fait croire, lui ai-je assuré, reconnaissant dans ses yeux la même peur que j'avais ressentie. Et ce n'est que le début. Chaque fois que nous aidions quelqu'un à reconstruire sa vie, je sentais une nouvelle brique se poser dans ma propre reconstruction. Ma maison à Kerranouët a cessé de ressembler à un refuge temporaire pour devenir un véritable foyer. J'ai planté un petit potager dans le jardin, adopté un chien de la SPA, un border collie croisé nommé Lou, et j'ai commencé à participer à la vie du village. Parfois, en me promenant sur le port avec Lou, je me surprenais à penser à Julien, à ce qu'il pouvait bien faire, s'il avait changé ou s'il était toujours le même homme manipulateur. Mais ces pensées prenaient de moins en moins de place dans mon esprit. J'avais trop de nouveautés, trop de projets, trop de vie devant moi pour rester ancré dans le passé. Un après-midi, après un cours particulièrement intense au centre socio-culturel, Marie m'a invité à prendre un café chez elle, une maison accueillante remplie de livres et de plantes. Tu sais, quand tu es arrivée au village, on se demandait tous ce qu'une jeune femme comme toi faisait dans un endroit pareil, m'a-t-elle dit en servant le café dans des tasses dépareillées. Certains disaient que tu avais divorcé, d'autres que tu avais perdu quelqu'un. Les mauvaises langues ont même insinué que tu fuyais quelque chose de louche. J'ai ri, surprise par la franchise de Marie. Et toi, qu'est-ce que tu pensais? Je pensais que, quoi que ce soit, tu cherchais quelque chose, et je crois que tu l'as trouvé. J'ai hoché la tête, sentant une boule dans ma gorge. Marie avait raison. J'étais arrivée à Kerranouët en quête de paix, un endroit où me cacher, où penser mes blessures. Mais dans le processus, j'avais trouvé bien plus. Un but, une communauté, une nouvelle identité qui ne dépendait de personne d'autre que de moi-même. « Est-ce que Lyon te manque ?» m'a demandé Marie. J'y ai réfléchi un instant. Certaines choses me manquaient. L'odeur des marronniers en fleurs, les couleurs vibrantes de la fête des Lumières, le goût inimitable des quenelles de brochet. Mais la personne que j'étais là-bas ne me manquait pas. Toujours à vouloir plaire, toujours à céder, toujours à craindre de déplaire. Certaines choses me manquent, ai-je finalement répondu. Mais je n'échangerai ce que j'ai maintenant pour rien au monde. Cette nuit-là, de retour chez moi, en préparant le dîner avec la fenêtre ouverte sur la mer, j'ai ressenti une vague de gratitude si intense qu'elle m'a coupé le souffle. Ma vie avait diminué en taille, mais avait grandi en signification. Je n'étais pas la gagnante du loto, l'ex-femme trahie, la victime d'un mariage toxique. J'étais simplement Hélène, une femme qui avait retrouvé son chemin vers elle-même, un pas à la fois. Parfois, les nuits d'hiver, quand le vent de l'Atlantique frappe les fenêtres de ma maison à Kerranouët et que Lou dort en boule près de la cheminée, je m'assois pour écrire des messages à Julien que je n'enverrai jamais. C'est un rituel étrange que j'ai commencé il y a quelques mois, une façon de traiter tout ce qui s'est passé, de donner une voix à des pensées que je n'ai jamais exprimées. Merci, commence l'un d'eux, de m'avoir montré qui tu es vraiment. Un autre se termine par « Tu as essayé de me briser, mais tu m'as appris à me reconstruire. Je n'appuie jamais sur envoyer. Je n'ai pas besoin de clore ce chapitre à travers lui. J'ai déjà fermé cette porte moi-même, de mes propres mains. Cela fait presque 3 ans que j'ai quitté Lyon avec une valise et un avenir incertain. 3 ans que j'ai gagné au loto et perdu un mari, mais que je me suis trouvée moi-même dans le processus. 3 ans de croissance, de faux pas, de petites victoires significatives. Je ne suis plus la vie de Julien, mais des nouvelles me parviennent parfois par des canaux inattendus.
Une ancienne collègue du cabinet dentaire m'a écrit il y a quelques mois. « Je ne sais pas si tu veux savoir ça », disait son message. Mais Julien a encore échoué. Le restaurant qu'il a ouvert avec un prêt a fermé. On dit qu'il doit de l'argent à beaucoup de gens. Je n'ai ressenti aucune joie face à sa ruine, seulement de la distance. Comme si je lisais l'histoire d'un personnage de fiction auquel je ne m'identifie plus. J'ai aussi appris qu'il avait eu une violente dispute avec Martine, qu'ils ne se parlaient plus. Apparemment, elle lui reprochait d'avoir laissé filer une fortune qui n'avait jamais été la sienne. Quant à moi, je continue de construire tranquillement une vie que je n'aurais jamais cru possible. Pas à cause de l'argent, même si évidemment ça aide de ne pas avoir à se soucier des factures, mais parce que je me suis finalement choisie. Et ce choix, plus que n'importe quel gain ou fortune, a été le véritable gain. La Fondation Nouveau Départ a grandi au-delà de ce que j'avais imaginé. Ce n'est plus seulement un projet local en Bretagne. Nous avons ouvert des bureaux à Paris, Marseille et Lyon. Oui, Lyon. Ce fut une décision difficile de revenir, même brièvement, dans la ville où j'ai tant souffert. Mais c'était aussi guérisseur de constater que je ne ressentais plus rien de spécial en parcourant ces rues. C'était juste une ville de plus. Belle, mais sans pouvoir sur moi. Thérèse, l'avocate que j'ai engagée au début, dirige maintenant toute l'opération juridique de la Fondation. Sous sa direction, nous avons obtenu des changements importants dans la législation sur la violence économique. Notre dernière réussite a été un programme pilote avec le ministère chargé de l'égalité pour former les juges et les policiers à la détection de l'abus financier dans les relations. « Je n'aurais jamais imaginé que nous irions si loin », m'a dit Thérèse lors de l'inauguration du bureau de Paris. « Nous avons commencé en aidant une femme à la fois, et maintenant nous changeons le système. Mon rôle dans la fondation reste discret. Je finance une grande partie de l'opération, j'assiste aux réunions stratégiques, j'apporte des idées basées sur ma propre expérience. Mais je ne suis pas le visage public, je ne donne pas d'interview, je n'apparais pas sur les photos officielles. C'était une condition non négociable dès le début. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas de reconnaissance, m'a dit une fois Lucie lors d'une de ses visites à Keranway. Ce que tu fais est extraordinaire. Je n'ai pas su lui expliquer que je ne cherche ni les applaudissements, ni la validation. Qu'il y a quelque chose de puissant dans la discrétion, à faire le bien, sans avoir besoin que cela porte votre nom. De plus, je continue de chérir ma vie privée, ma vie tranquille, dans ce village côtier où je peux être simplement Hélène, la professeure de français, celle qui promène son chien sur le quai chaque matin, celle qui organise le club de lecture à la bibliothèque municipale. J'ai terminé mon master il y a 1 an et je donne maintenant des cours dans un collège voisin, en plus de continuer mon bénévolat au centre socio-culturel. Voir mes élèves progresser, gagner en confiance, découvrir de nouveaux mondes à travers le langage, me procure une satisfaction qu'aucune somme d'argent ne pourrait acheter. La relation avec ma famille a également changé. Au début, quand ils ont appris pour mon gain, il y a eu des tensions. Ma mère, surtout, ne comprenait pas pourquoi j'avais quitté Julien, pourquoi je ne voulais pas retourner à Lyon, pourquoi je vivais comme une pauvre en ayant autant d'argent. Tu pourrais avoir un penthouse avec vue sur Fourvière, une voiture de luxe, voyager dans le monde entier, me disait-elle à chaque appel. Au lieu de ça, tu vis dans un village perdu, à donner des cours comme si tu avais besoin du salaire. Peu à peu, elle a compris que mon choix n'avait rien à voir avec l'austérité ou le déni de ma fortune. Il avait à voir avec l'authenticité, avec la construction d'une vie alignée sur mes valeurs et non sur les attentes des autres. La semaine dernière, elle est venue me rendre visite pour la première fois. Je suis allée la chercher à la gare et je l'ai ramenée à la maison. J'ai observé son visage alors qu'elle regardait autour d'elle. Les étagères pleines de livres, les plantes dans chaque coin, les photos de mes récents voyages, Pérou, Japon, Nouvelle-Zélande, la vue sur la mer depuis la terrasse. « C'est joli », a-t-elle finalement admis. « On voit que tu es heureuse ici. » Ce soir-là, alors que nous dînions sur la terrasse, avec le bruit des vagues comme musique de fond, ma mère m'a posé une question inattendue. « Tu ne te sens pas seule parfois, Hélène ? Ça ne te manque pas d'avoir un partenaire, de fonder une famille ?» J'ai regardé vers l'horizon, où le soleil s'enfonçait dans la mer, peignant le ciel de rose et d'orange. J'ai pensé à mes élèves, aux femmes de la fondation, à mes amis du village, à Lou endormie sous la table. « J'ai une famille, maman », ai-je répondu. « Pas la famille conventionnelle, mais c'est la mienne. Et pour ce qui est de la solitude,
Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. J'étais bien plus seule avec Julien que maintenant. Parfois, je pense à ce qu'aurait été ma vie si je n'avais jamais acheté ce ticket de loto. Je serais probablement toujours à Lyon, à travailler au cabinet dentaire, à supporter les échecs entrepreneuriaux de Julien, ses humiliations subtiles, son contrôle constant. Ou peut-être, finalement, aurais-je trouvé le courage de le quitter même sans argent. Je ne le saurai jamais. Ce que je sais, c'est que l'argent n'a pas changé qui je suis. Il n'a fait qu'amplifier ce qui était déjà là. Ma capacité de compassion, mon amour pour l'enseignement, ma force intérieure. Et aussi, c'est vrai, il a amplifié le pire de Julien. Son avarice, son égoïsme, son besoin de contrôle. Dans mes jours les plus philosophiques, je pense que ce ticket de loto n'était pas une question de chance, mais de justice poétique, l'univers mettant chacun exactement là où il devait être. Julien, les mains vides, essayant d'attraper de la fumée. Moi, avec un nouveau monde de possibilités que j'ai su saisir. Cet après-midi, en marchant sur la plage avec Lou, ramassant des coquillages et laissant les vagues me lécher les pieds, je me suis surprise à sourire sans raison apparente. Une joie tranquille, constante, comme la marée qui monte et descend chaque jour. Pas l'euphorie explosive que j'ai ressentie en gagnant au loto, mais quelque chose de bien plus précieux. La certitude d'être exactement là où je dois être, en étant exactement celle que je veux être. Je n'enverrai jamais ces messages à Julien. Il n'y a rien à lui dire qui vaille l'effort. Il est un chapitre clos, une page d'un livre que je ne lis plus. Au lieu de cela, je continue d'écrire ma propre histoire, jour après jour, mot après mot. Une histoire qui, à ma grande surprise, s'est avérée bien plus intéressante, plus authentique et plus pleine que je ne l'aurais jamais imaginé. Et ça, plus que n'importe quel gain de loterie, c'est la véritable fortune.